C'est ce qui vous fait dire dans votre contribution dans le journal du Soleil du 1er août 2017, en pays noir, l'influence du cheikh était considérable, s'étendant au Fouta, au Kayor, au Baol, au Jolof et même en Gambie et en Casamance. C'est cela. Et cela a été surtout l'œuvre aussi bien directement du cheikh, mais à travers une stratégie de dissémination et également une stratégie de routinisation. Cheikh Saad Bou en ayant installé des sommités qu'il a eu à former lui-même. Certains sont de ses neveux shérifs à qui Cheikh Saad Bou a donné une formation de très haut niveau qui lui ont permis de pouvoir explorer des zones naguère, des zones impénétrables. C'est le cas de Cheikh Mahfou, shérif Mahfou Ould Abba, qui a eu à installer l'islam au niveau de la zone de Binako et de la zone de Casamance et dans la sous-région. C'est le cas également de Cheikh Tourat Ould Abbas, qui a eu à faire le même travail et qui est retourné dans le Hod pour pouvoir faire le même travail également de dissémination. C'est le cas de tous les cheikhs disséminés un peu partout, dont un échantillon a été donné. Et j'ai indiqué que selon l'auteur Taleb Yonia, qui a fait un excellent ouvrage sur Cheikh Saad Bou, un ouvrage de référence, Cheikh Saad Bou a eu à consacrer 664 cheikhs. Et des chefs de très haut niveau qui ont eu également à faire un travail important dans la zone d'obédience Tchédo, qui était réfractaire à l'islamisation. Ça, c'est citer quelques... Il y en a beaucoup. On a parlé ici du pays Lebou, Cheikh Bamar, Youssouf Bamar Gueye. On a parlé de Cheikh Detchelao Sek dans le Tiwawan. On a parlé également de Cheikh Ahmadou Ndiaye dans le Lobodou, de Gueti Ardo également avec Cheikh Aljuma Ba. On a parlé également de Ibn Arabili dans le Fouta, son père. On a également parlé de tant d'autres, dont Cheikh Ibrahim Sané de Birkama Gambie. On a également parlé de tant de cheikhs qui ont eu à faire un travail considérable qui, jusqu'à aujourd'hui, continue. Et dans des zones qui étaient difficilement accessibles, et qui étaient difficilement ouvertes au discours islamique et à l'idée même de l'islam. Le rôle que doit jouer ces cheikhs, c'est quoi? Chez Cheikh, d'abord, c'était un rôle de formation dans un premier temps. Un rôle également de guide religieux, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir inviter les populations autochtones à respecter les principes de l'islam, à parfaire leur religion. Et ces guides également représentaient Cheikh Saad Bou dans leur zone. Cheikh Saad Bou avait des représentants partout sur le territoire et dans la sous-région. Juste en Sierra Leone. Oui, Cheikh Saad Bou avait même un représentant à la Mecque en son temps. Cheikh Saad Bou avait des représentants un peu partout. Et à l'occasion de ces tournées, il en profitait pour lui-même être à la tête des zikrs à haute voix qui se faisaient, à disséminer ses écrits, parce que Cheikh Saad Bou a eu à produire 95 ouvrages. Et certains de leurs cheikhs également, à l'image de Cheikh Detchelao, a eu à écrire. Cheikh Moussa Kamara de Gangel, qui est un historien de très haut niveau, de dimension internationale, a eu à beaucoup écrire dans le sillage de Cheikh Saad Bou. Et tous ces écrits ont permis aux populations d'avoir des outils de perfectionnement de leur religion. Et Cheikh Saad Bou a même écrit sur des choses qu'on peut considérer comme en dehors de la religion, sur l'astronomie, sur la médecine, sur la nutrition, sur beaucoup d'autres choses sur lesquelles Cheikh Saad Bou en a profité pour donner aux populations et aux masses des matières pour parfaire leur vécu quotidien et pour parfaire leur religion et pour les élever vers cette spiritualité qui leur permettait de fouiller tout ce qui était art lié à l'état de Tchédo antérieur. Donc c'est une œuvre incommensurable. On constate à travers également vos travaux que durant cette période, le colonisateur garantissait plus ou moins la liberté de culte à l'opposé des puissances tribales et des guerriers tchédo réfractaires à l'islamisation. Vous l'avez un peu même brosé. C'est important. Ça, c'est un aspect que peut-être les historiens et tous ceux qui doivent faire des recherches devront approfondir. Parce que le premier interlocuteur du colonisateur, c'était le guerrier tchédo. C'était le combattant. Celui qui a résisté farouchement contre cette pénétration et contre cette colonisation. Mais au fil de l'histoire, on s'est rendu compte que c'est finalement le chef religieux qui a été l'acteur le plus déterminant ou bien l'acteur qui a plus causé de soucis aux colonisateurs. Et c'est ça un peu le travail ou bien le génie de nos chefs religieux. Parce que dans notre jargon, nous, administrateurs, on pourrait dire faisant œuvre de flexibilité et de doigté et d'intelligence, ils ont transformé une contrainte en opportunité.
il est plus facile de contourner une contrainte ou bien même de juguler une contrainte. Mais le plus difficile, c'est de transformer la contrainte en opportunité. Ils ont profité de ce qu'on a pu appeler la paix française, de la pénétration de la colonisation, pour pouvoir, dans le même sillage, opérer une islamisation de masse et parachever l'œuvre d'islamisation qui a commencé depuis lors, mais qui concernait une élite. Et ça, cette stratégie a parfois nécessité quelques compromis, quelques services rendus aux colonisateurs. Mais dans le fond, l'objectif qui était recherché par les chefs religieux, c'était la conquête au même titre que le colonisateur conquérait nos ressources et autres, la conquête des cœurs et leur contrôle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du fait de cette action et de cette paix française, parce qu'avant c'était relativement le chaos. Dans la Mauritanie par exemple, c'était difficile. Il y avait un désordre terrible. Au niveau également du Sénégal, avec tout ce qui était comme un peu commerce d'esclaves, razzia, insécurité et également déséquilibre et oppression des masses, cette paix française, quoique étant une contrainte, a permis, avec un peu le travail de nos chefs religieux, de pouvoir disséminer et généraliser la religion musulmane. C'est un point qu'il faudra apprécier pour voir réellement du point de vue historique et des faits quel est l'impact de cette stratégie qui a pu sembler être une stratégie concertée de l'ensemble de nos chefs religieux. Et vous qualifiez Cheikhna Cheikh Sadibou comme combattant contre l'obscurantisme. Dans votre contribution, vous faites allusion donc à quoi? À beaucoup de choses. J'ai dit tantôt que Cheikh Sadibou a eu à produire 95 œuvres, aussi bien dans le domaine du fiqh, de la législation, dans le domaine de l'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce qui a trait au tasawuf, tout ce qui a trait à ce qu'on a pu appeler les sirs. Et Cheikh Sadibou également a eu à éduquer les masses sur d'autres domaines, sur le mariage, sur les délais de viduité, sur la thérapie du corps, sur la biodiversité, sur beaucoup d'autres choses qui intéressent le musulman dans son vécu le plus important. Et ce travail qui a été réalisé a eu un impact considérable parce que cela a permis de pouvoir un peu profiter de cette masse de connaissances, de ce savoir pour pouvoir parfaire et améliorer la foi des populations. Et Cheikh Sadibou l'a réussi admirablement au même titre que tous d'autres contemporains qui ont eu à faire le même travail et qui a permis de pouvoir avoir le résultat que jusqu'à présent que nous notons. Nous nous inscrivons toujours dans cette dynamique. Vous pouvez nous rappeler aussi la lettre qu'il avait adressée à son grand frère, l'illustre Cheikh Malaynin que vous avez évoqué tout à l'heure, qui avait engagé la guerre sainte contre le colonisateur, et la fameuse phrase qui prend les armes, s'éloigne de la vertu, reste d'actualité selon vous 100 ans après sa disparition. C'est cela. Parce que cette fameuse lettre de Cheikh Sadibou à son grand frère, Cheikh Malaynin, qui est de même père que lui, Cheikh Mohamed Fadel, mais qui avait choisi d'engager la guerre sainte dans le Sahara occidental avec le soutien de ce qu'on a pu appeler la dynastie idrisside, c'est-à-dire la monarchie du Maroc, pour plusieurs raisons d'ordre historique sur lesquelles je ne souhaiterais pas revenir. Bon, mais Cheikh Sadibou avait choisi une autre voie, une autre stratégie. Et à travers cette lettre qu'il a un peu argumenté, point de vue de la doctrine, pour dire désormais que le djihad qui reste, c'est le djihad nafs, le grand djihad des armes. Et que quelque part, le djihad doit être une djihad d'une autre façon. Et que les conditions pour aller vers le djihad n'étaient pas réunies. Parce qu'il y avait l'avancée technologique et l'avancée militaire du point de vue des équipements du colonisateur. Et du fait également que la colonisation ne signifiait pas que les terres conquises allaient être considérées comme des terres d'infidèles. C'est surtout cela. Pour rendre cette action illégitime, n'a pas trouvé l'écho favorable de Cheikh Malaynin, qui a également à produire une autre lettre pour montrer un peu les mérites du djihad. Bon, mais l'histoire a permis de pouvoir constater que finalement la stratégie est élaborée ou bien retenue par Cheikh Sadibou, c'est cette stratégie qui a pu prospérer. Parce que malheureusement, tous ces djihads n'ont pas connu le succès escompté du point de vue des résultats. Et cela a permis aux colonisateurs de pouvoir faire beaucoup d'interventions regrettables et qui auraient pu être évitées, et l'objectif atteint d'une autre façon. Il a préféré la guerre silencieuse. Voilà, la résistance pacifique, comme ont eu à le faire d'autres, à la différence de Cheikh Malaynin. C'est un peu cela, un peu la voie qu'avait choisie, et c'est cette voie qui était relativement conforme à la voie Khadri. Parce que, généralement, à la différence d'autres voies qui ont eu à lever des guerres saintes, les Khadri ont rarement mené des guerres saintes. Ça, c'est pour plusieurs raisons.
et les relations que vous avez notées entre lui et Seydi Hadji Malick et Cheikh Ahmadou Bamba? C'est cela. C'était des relations, comme je l'ai dit, fraternelles, des relations cordiales et fructueuses. Il y a eu des échanges de lettres, vraiment d'une très grande amabilité, d'une grande précision, surtout des lettres restées célèbres entre Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Saad Bou. Et les relations ont été des relations très très suivies. Et ça, c'est la stratégie qui était un peu recherchée. D'autant plus que Cheikh Saad Bou a eu à faire beaucoup de tournées. Et parmi les rapports dont l'exposé de Paul Marty a eu à revenir sur le séjour de Cheikh Saad Bou à Tivaouane pour dire qu'il a fait l'objet d'un accueil très très chaleureux, d'un accueil populaire. Et la zone où Cheikh Saad Bou avait campé pour venir visiter El Hadji Malick Sy, une fois Cheikh Saad Bou parti, la valeur vénale de cette terre a été multipliée par 10. Et dans les échanges épistolaires entre Cheikh Saad Bou et Cheikh Ahmadou Bamba, on a noté une telle fraternité, une telle cordialité, une telle complicité qui sortait de l'ordinaire. Il faudrait que, quelque part, que ce dialogue puisse inspirer les générations actuelles, pour que quelque part que cette fraternité, cette complémentarité entre les différents ordres puisse être consolidée. Et c'était des échanges d'amabilité, des échanges parfois de cadeaux à tout point de vue, aussi bien en termes d'écrit, d'ésotérisme et en termes également de cadeaux matériels qui permettaient d'un côté comme de l'autre de pouvoir un peu faire face aux contraintes de la vie. Et le grand témoignage de Cheikh Saad Bou à l'égard de Cheikh Ahmadou Bamba lors de son départ en exil, il avait indiqué que c'est quelqu'un qui partait étant une lune, mais de son retour, il serait considéré comme un soleil. Et que c'est une fierté pour la religion musulmane. C'est les grands mots et quelque part la grande consécration que Cheikh Saad Bou a eu à réserver à l'égard de Cheikh Ahmadou Bamba, qui lui a rendu également, en lui disant qu'au-delà d'être le bonheur de son père, c'est le bonheur de toute la Oumma, c'est le bonheur de toute la communauté musulmane. Et ces échanges-là, c'est au même titre les mêmes échanges qu'il avait avec El Hadji Malick Sy, avec tant d'autres chefs religieux du Sénégal. Et de l'autre côté aussi, il entretenait de très bonnes relations avec les rois, à l'image d'Albouri, entre autres. Effectivement, Albouri avait des relations très suivies avec Cheikh Saad Bou. Il avait l'habitude de faire beaucoup de dons en bétail à Cheikh Saad Bou. Et Cheikh Saad Bou lui avait fait, selon la tradition rapportée, beaucoup de prédictions que son fils également a eu à établir. Et l'exil d'Albouri également a été un peu esquissé par Cheikh Saad Bou en son temps, sur consultation du Bourba Djolof. Et le fait même que Albouri soit enterré dans une très large mesure, ou bien une partie dans une mosquée, avait déjà été annoncé par Cheikh Saad Bou à Dosso au Niger, avait déjà été annoncé par Cheikh Saad Bou. Et c'était les mêmes relations qu'il avait avec le Damel du Cayor. Et Cheikh Saad Bou également a fait relativement la même chose avec le Teigne du Baol, à qui Cheikh Saad Bou lui fait des kiramas en abattant le fameux arbre, a convaincu le Teigne de pouvoir un peu se convertir à l'islam. Donc c'est une œuvre extraordinaire et incommensurable. La production littéraire de Cheikh Saad Bou ainsi que sa production juridique continue d'inspirer la Oumma islamique selon vous? Cheikh Saad Bou a beaucoup écrit. Il a, comme je l'ai dit tantôt, on a répertorié 95 ouvrages de Cheikh Saad Bou. Et ça, c'est un auteur un professeur émérite, Cheikh Abdoul Wedoud Ould Cheikh, qui a eu à répertorier 95, dont la majeure partie a traité de législation et de jurisprudence, relativement, et d'ésotérisme, autant pour moi. Jurisprudence et ésotérisme. Et tout ce que Cheikh Saad Bou a eu à dire sur beaucoup de vertus de certains arcanes, dont la formule de l'unicité, dont la basmala, dont le verset abrahamique et tant d'autres, parce que dans la tradition, c'est Cheikh Saad Bou qui a hérité de l'ésotérisme de Cheikh Mohamed Fadel, du grand Cheikh Mohamed Fadel. Et il avait lui-même indiqué qu'il avait une science qui lui était réservée à lui personnellement, Cheikh Saad Bou. Et une bonne partie dans sa générosité a été traduite. Et parmi ses œuvres, on pourra citer Wasilatul Maqasidi,
Al-Mourada, où il a exposé beaucoup de choses, est revenu sur l'exception que constitue le prophète Mohammed et a donné des données, a fourni des données incommensurables sur un peu cette primordialité de la lumière mohammedienne. Donc, ce que Cheikh Saad Bou a éclore à ce niveau également, c'est disséminé et continue à inspirer partout. Et on vous dira la relation privilégiée qu'il avait avec Cheikh Fanta Madi, Guinée-Conakry. C'est des choses qui parfois sortent de l'ordinaire, qui ont une dimension extraordinaire. Et vous pensez que ces œuvres doivent être mieux connues à travers donc le monde? C'est cela. Il y a un effort à faire de la part des héritiers de Cheikh Saad Bou, les cheikhs, sa descendance, du gouvernement aussi bien côté mauritanien que côté sénégalais, pour un peu sauvegarder ces écrits du cheikh dans le sillage de ce qui est en train de se faire dans les cités religieuses, en faisant beaucoup d'investissements sur la partie sénégalaise. On a parlé de Guéoul, qui a abrité une bonne partie de la famille du cheikh dans les cimetières, en faisant en sorte de pouvoir construire des sites à caractère religieux, des bibliothèques, des daara, des écoles, pour permettre de pouvoir centraliser tous ces écrits, à les traduire et en faire en sorte de pouvoir les rendre accessibles partout dans le monde et à permettre à ce que ces écrits puissent être sauvegardés. Et la célébration de ce centenaire, la disparition du cheikh, doit offrir également aux États. Parce que la communauté Khadria constitue une communauté tampon qui permet de stabiliser ces grandes relations parfois tumultueuses entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est donc en essayant de pouvoir perpétuer cette œuvre, cette dimension du cheikh en termes de recherche inlassable de la paix, en faisant en sorte de pouvoir jouer ce rôle de médiation, qu'on pourra un peu tirer le plus grand profit de l'héritage du cheikh. Ça, c'est ma conviction personnelle. Déjà, vous le considérez comme un panafricaniste? C'est cela. Avant qu'on ne parle de panafricanisme, Cheikh Saad Bou a joué le rôle avant l'heure. J'ai dit tantôt qu'il a joué le rôle de régulateur social avant l'heure. Il a été également panafricaniste avant l'heure, parce que son action ne se limitait pas uniquement dans la population blanche mauritanienne. Son action a plus particulièrement été réservée à la population noire. Et il a essaimé partout dans la sous-région. Je vous dis que jusqu'en Sierra Leone, jusqu'en Guinée, jusqu'en Gambie, partout, Cheikh Saad Bou a eu à apporter la bonne parole et à en faire en sorte de pouvoir essayer de maintenir tant soit peu, sans compromission quand même, la paix. Bien que c'était une paix française, à faire en sorte de pouvoir sauvegarder un peu certains liens qui existaient entre les différentes communautés, au-delà même de la Oumma islamique, à être simplement humaniste. Parce que Cheikh Saad Bou, dans son action, a eu à sauver la vie à plusieurs explorateurs ou bien à plusieurs missionnaires ou bien à plusieurs officiels français qui avaient été kidnappés, d'autres menacés de mort. Cheikh Saad Bou, par son action, parfois ésotérique, parfois par son prestige, par sa présence, a eu à les sauver la vie. Donc, cette dimension humaniste de Cheikh Saad Bou mériterait également d'être mise en avant. Une idée du site de Nimzat? Oui, Nimzat, c'est dans l'arrondissement de Méderdra, dans la zone du Trarza, qui a quelques encablures de Rosso Sénégal et de Tigent. C'est là où Cheikh Saad Bou a été inhumé. Et c'est là où il repose. C'est dans cette zone de Nimzat où il a se fixer à partir de 1909, où il a créé une université avec les différents paliers à tout point de vue, avec ses neveux, ses frères et autres, et qui chaque année fait l'objet de pèlerinage. Et dans cette zone désertique, entourée de dunes, vous le remarquez, le mausolée de Cheikh Saad Bou n'a jamais été enseveli par les sables. C'est toujours resté en l'état. Et chaque année, c'est des milliers et des milliers de Sénégalais et de Mauritaniens et de populations de la sous-région qui convergent vers le site pour perpétuer son œuvre et célébrer la Korité dans cette zone. C'est votre homonyme et vous avez décidé d'écrire par devoir de mémoire aussi. Oui, j'ai profité de ce centenaire et dans le sillage d'un grand colloque international qui a été organisé, initié par Chérif Mamoun Aïdara, qui a été tenu ici à Dakar les 23 et 24 mars à l'université, qui a vu la participation de grandes sommités de professeurs d'université et autres, sur l'actualité du message de Cheikh Saad Bou à l'occasion de ce centenaire, il m'est venu l'idée d'écrire sur lui. Moi, j'ai une double perception de l'œuvre de Cheikh Saad Bou. Une perception à l'interne, étant talibé, je suis son homonyme direct, je n'ai pas d'autre homonyme que Cheikh Saad Bou. J'ai vécu dans ce milieu parce que j'ai trouvé mon père dans cette voie depuis 1959. Donc, je suis à l'interne, j'ai un regard interne sur l'œuvre de Cheikh Saad Bou, sur la tariqa. Mais étant intellectuel également, connaissant les faits historiques, ayant l'obligation de pouvoir interroger les faits avec une certaine objectivité, je peux me prévaloir également d'un regard externe. C'est donc profitant de cela
que j'ai voulu un peu écrire et du fait également de mon cursus en tant qu'administrateur civil pour avoir été sous-préfet dans une zone frontalière à la Mauritanie et connaissant tous les enjeux sécuritaires liés au djihadisme, liés également à la préservation et au maintien de la paix, que j'ai dit qu'il était nécessaire de pouvoir porter à la plus grande masse la grande contribution de Cheikh Saad Bou à cette œuvre humaniste, à cette œuvre d'islamisation des masses dans la sous-région. Cheikh Saad Bou Diop, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Mangane. Je vous remercie à nouveau de l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir un peu discuter de façon un peu passionnée de cette grande figure de l'islam qui, quelque part, comme j'ai eu à le dire dans cet écrit, dont l'influence dynamique continue toujours à travers lui-même, ses écrits, à travers ses chers. Je remercie tous vos auditeurs et je remercie également toute l'administration de Radio Chine International et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Je rappelle que nous étions avec Cheikh Saad Bou Diop, administrateur, et donc nous évoquions une figure historique de l'Afrique de l'Est. Il s'agit de son homonyme Cheikh Saad Bou. Merci. C'est la fin de cette émission. À la présentation, Ousmane Mangane, de l'autre côté de la console, Fallou Sow et Mandoy Ndoye. Merci de nous rester fidèles sur Radio Chine International.